Dans Le Brief, l'actualité est présentée par de vrais connaisseurs. Chez Argenta, c'est votre expert en patrimoine qui vous connaît vraiment. Argenta, c'est aussi simple que ça. Bonjour à toutes et à tous. Pendant un mois, chaque lundi, on vous propose de redécouvrir un épisode spécial du Brief que vous avez peut-être manqué ou que vous aurez peut-être envie de réécouter. Pour ça, on a sélectionné des épisodes dont les sujets restent plus que jamais d'actualité. Dès demain, le Brief retrouve son rythme habituel avec le meilleur de l'actualité économique. D'ici là, passez une bonne journée et bonne écoute. Le Brief spécial. Bonjour à toutes et à tous, la 79e édition du Festival de Cannes se termine dans quelques jours, voire quelques heures. 2 semaines de films, de tapis rouges et de polémiques, cette année n'a pas fait exception. Pour l'occasion, je vous propose un brief sur le cinéma vu de derrière la caméra, avant même qu'on crie « Silence, ça tourne ». Quel financement pour le cinéma en 2026 ? Un dossier chaud décodé par l'Écho. Dans cet épisode, on va faire le point sur les mécanismes qui existent, mécanismes privés, publics, régionaux, fédéraux, voire européens. On verra aussi le rôle des marchés et des diffuseurs, celui des plateformes de streaming également. On le sait, elles sont concurrentes des salles de cinéma, mais en même temps, elles produisent aussi un nombre croissant de films. Et puis, bien sûr, on reviendra sur la polémique de Cannes 2026, le clash entre 600 professionnels et Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe Canal+. Qu'est-ce que ça implique pour la production cinéma alors que Canal+ est un des principaux financeurs en France et en Europe? Pour en parler aujourd'hui, j'accueille Philippe Reynard. Bonjour. Bonjour. Les cinéphiles vous connaissent bien. Pour les autres, en 2 mots, vous êtes l'homme aux lunettes blanches. Vous avez été, entre autres, le premier directeur de Wallimage, le Fonds Wallon de financement du cinéma. Vous avez aussi co-signé un livre sur le sujet dont on va parler. Par ailleurs, le cinéma est une industrie. Et puis en face de vous, Jean-François Sacré. Bonjour Jean-François. Bonjour. Toi, tu es le monsieur cinéma de la rédaction, côté business. Quant à moi, je suis Julie Vilquier. Bienvenue dans le Brief. Alors, la première question que je vais vous poser, elle est toute simple. Comment on finance un film ? C'est-à-dire, imaginons, je suis réalisatrice, scénariste, j'ai une idée, j'ai un début d'équipe, je me dis, ça y est, je vais voir qui pour trouver des fonds, parce que j'imagine que je vais pas juste voir mon banquier. Alors, quand on est en Belgique francophone, on va commencer par notre territoire, le premier guichet où on va aller, dès le moment où on veut même être aidé pour écrire un scénario, c'est le Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Après, quand les choses évoluent, si on a passé le cap de l'aide à l'écriture, il y a des aides à la production aussi qui arrivent, qui sont plus conséquentes, et qu'on peut aller compléter en allant voir, selon l'endroit où on va tourner son film, ce qu'on appelle les fonds régionaux. Donc il y en a 3 en Belgique. Il y a Wallimage, dont vous avez gentiment parlé et que j'ai eu la chance de mettre sur pied, Screen Brussels à Bruxelles et Screen Flanders en Flandre, comme le nom l'indique. Et puis, il y a un autre intervenant, et qui, lui, n'est pas mineur du tout, qui est le tax shelter. Alors, on va pas refaire un cours sur le tax shelter, mais je pense que... Non, mais en 2 mots, rappelez-nous quand même comment il fonctionne. Je pense que beaucoup de vos auditeurs connaissent quand même, parce que c'est un mécanisme qui permet à une entreprise de soustraire une partie... de sa base imposable en l'injectant dans la production d'un film. D'emblée, quand une entreprise investit en tax shelter, elle sait qu'elle fera une petite marge bénéficiaire au-delà du fait qu'elle n'aura pas payé une partie de ses impôts. Donc c'est un mécanisme qui a pris une dimension énorme. Pour mettre un peu des chiffres, parce que c'est bien de le dire, j'anticipe, mais le Centre du cinéma, par exemple, dont on a parlé, en fait, il dispose pour les films de 12 millions d'euros par an. Les fonds régionaux, Wallimage c'est 5,5 millions, Screen Brussels c'est 3 millions, enfin voilà. Donc on est plus ou moins sur une base de 20 millions d'argent public. Le tax shelter, l'année passée, il a levé 260 millions. Donc on parle vraiment pas de la même chose. Alors ces 260 millions, soyons honnêtes, ils sont répartis
pas que pour le cinéma. Enfin, le cinéma reste l'acteur majeur. 70% du tax shelter va vers le cinéma. Et puis, il va aussi en Flandre, évidemment. Donc, si on reste sur le territoire francophone, bien, on peut dire que 100 millions d'euros par an sont amenés par le tax shelter dans la production. Donc, c'est 100 millions tax shelter, 20 millions argent public. Et puis, le reste, parce qu'il y a quand même un petit reste, est amené par des acteurs privés. Alors, les producteurs eux-mêmes, qui peuvent y aller de leur poche, pas grand-chose. Ça représente à peu près 5% de... Parce qu'on est un petit territoire et qu'il y en a peu, que les sociétés sont petites ou Oui, parce que surtout, elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. On pourra y venir, mais je veux dire, la vie après que le film ait été financé, donc quand il existe, est très très dure pour les films belges francophones. Ça, ce sont les principales sources. Et alors, je vais arrêter d'anticiper vos questions, mais et les plateformes dans tout ça? Les plateformes, on y viendra plus tard, parce qu'avant, je voudrais faire un détour par les diffuseurs classiques. J'entends par là, la RTBF est un diffuseur, elle contribue à la production, les chaînes privées aussi. J'imagine qu'eux aussi jouent un rôle. Oui, alors, les télés peuvent soit coproduire, ce qui est une manière de s'assurer que le film sera diffusé sur son antenne, soit préacheter, comme on dit, donc c'est un peu moins courageux que coproduire, mais c'est de dire, bon, ça a l'air pas mal, on va quand même mettre un peu de sous. Mais il faut bien dire que c'est un des points faibles de la Belgique par rapport aux coproductions ou aux préachats qu'on peut avoir en France. Ça prête à sourire, quoi. Je veux dire, l'argent que la RTB, RTL, un petit peu BTV peut mettre est pas grand-chose. Par contre, ils ont des obligations de contribution au budget du centre du cinéma. Et là, c'est valable pour tous les diffuseurs, enfin les éditeurs de services, comme on dit aujourd'hui. Et ça représente quand même une 20aine de millions qui arrivent dans l'enveloppe globale. Oui, et puis ça, le mécanisme a été réformé il y a peut-être 2024, avec des montants qui peuvent atteindre, si j'ai bien repris le tableau, jusqu'à 7,5-7,5% du chiffre d'affaires réalisé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors cette question-là, je comptais plutôt vous la poser à tous les deux au moment où on arriverait justement aux plateformes, parce qu'elles sont concernées aussi, mais les plateformes de streaming ne sont pas les seules qui doivent contribuer. Cet apport-là des diffuseurs, il est important quand même, il a un poids. Il devrait avoir un poids. Comme on l'a dit pour les diffuseurs traditionnels belges, c'est pas énorme. Et les plateformes internationales, c'est comme si vous essayez de laver un chat dans une baignoire, elle s'accroche à tout ce qui passe pour ne pas payer ce qu'elles doivent payer. Netflix vient de perdre le procès qu'il avait intenté à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais maintenant, apparemment, ils vont faire un recours devant je ne sais quelle cour européenne. Devant la Cour européenne de justice, mais ça va encore prendre des mois, voire peut-être des années avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Et c'est vrai qu'elles refusent de contribuer alors que, elles font un chiffre d'affaires conséquent en Belgique et ailleurs. Et ça peut monter, vous l'avez dit, jusqu'à 7,5, je pense que ça va même jusqu'à 9. Pour cette année, en fait. Oui, c'est ça, mais ça va être progressif, ça va aller jusqu'à 9,5% maximum de leur chiffre d'affaires réalisé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça, on a une estimation du coup de combien pourrait représenter cette contribution ou pas vraiment? Le problème, c'est que ces plateformes ne sont pas très bavardes quand il s'agit de leur demander des données financières. On ne sait absolument pas ni combien d'abonnés elles ont et forcément quel chiffre d'affaires elles font en Belgique. Il y a des estimations à la grosse louche, mais ça n'a jamais été validé par personne. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'ils font un meilleur chiffre d'affaires que la RTBF et RTL réunis, quand même. Ils ont aussi un budget plus important. Voilà. Je voudrais aussi qu'on parle d'un autre événement commercial, enfin business, qui se produit en ce moment, justement en parallèle du Festival de Cannes. Il y a le festival, mais à Cannes aussi en même temps, il y a le marché du film. On parle de 12 à 15 000 personnes sur place pendant 2 semaines, venues de partout. C'est quoi le marché? Le marché, c'est un marché qui se passe dans les catacombes. Philippe connaît ça mieux que moi, puisqu'il y a été plusieurs fois, des dizaines de fois même. Donc ça, c'est un marché de professionnels. Le grand public n'y a pas accès. Il ignore peut-être même que ça existe, mais c'est effectivement le plus grand marché de l'industrie cinématographique au monde, avec, vous l'avez dit, un peu moins de 15 000 personnes, représentant environ 140 pays. Donc c'est colossal, il y a des centaines de projections. Mais c'est là que
que les gens se rencontrent, qu'ils élaborent des projets, qu'ils vont chercher du financement, que sont présentés des films qui ne sont pas en compétition, mais qui sont sur le marché et qui cherchent des débouchés, c'est-à-dire des distributeurs. Voilà, Philippe pourra peut-être compléter ça, puisqu'il connaît, comme je l'ai dit, il connaît ça. Pour un vrai cinéphile, descendre effectivement au sous-sol du Grand Palais, c'est la caverne d'Ali Baba, parce que mais on trouve de tout, hein, on trouve de tout, on trouve des films érotiques thaïlandais, on trouve des films de kung-fu, on trouve et c'est là qu'on se rend compte en fait de l'incroyable production mondiale de films. Pour quelqu'un qui fréquente le festival de Cannes, j'ai fait ça pendant 45 ans d'affilée, il y a les 21 ou 25 films de la compétition officielle. C'est déjà à caler en 12 jours, c'est pas évident, mais puis il y a toutes les sections parallèles, et alors on est pris de vertige quand on comprend qu'il y a plusieurs milliers de films qu'on peut visionner au marché du film. Oui, mais j'imagine qu'au marché, on va les visionner dans l'optique peut-être justement de les acheter, de les produire, de les projeter, c'est-à-dire exactement. Avec un regard mais alors commercial, business. C'est pas glamour du tout, hein, c'est des toutes petites salles où les gens entrent, sortent pendant la projection, ils regardent 10 minutes, ça les intéresse pas. Certains qui d'ailleurs ont leur laptop pour pouvoir déjà signer des contrats pendant qu'ils regardent. Bon, donc ça c'est pas l'image du cinéma que je préfère, mais ça pose la question, et moi franchement ça me fascine, ça, de la surproduction, parce qu'en réalité il y a de moins en moins d'écrans de cinéma. Et il y a de plus en plus de films qui sont produits. Et donc, quand on est là au marché du film, on se dit, mais où vont aller tous ces films, quoi? J'imagine qu'on n'a pas ce problème de surproduction ici en Belgique et encore plus côté francophone. Néanmoins, j'imagine que les acteurs du monde du cinéma belge sont aussi présents au marché du film. C'est aussi un moment important pour eux. Ah, absolument. Il y a quelques années, j'ai participé à un documentaire qui s'appelait La Belge Histoire du Festival de Cannes, parce que le Festival de Cannes a toujours joué un rôle incroyable par rapport au cinéma belge. On va pas revenir, mais on pourrait, sur le cas des Dardennes qui ont raflé systématiquement des récompenses avec chaque film depuis Rosetta. Mais bien avant eux, dès la première édition du Festival de Cannes en 1939, il y avait un film belge en sélection officielle, et des gens comme André Delvaux, Marion Ancel, Jaco van Dormael, bien sûr, doivent une grande partie de leur carrière à ce festival qui leur donne une exposition qui leur permet de sortir en France, parce que on peut y venir. On n'a pas une surproduction en Belgique, soyons clairs, mais on souffre de la surproduction européenne, surtout, et de la concurrence américaine, évidemment. Ce qui fait que notre marché intérieur, pour parler en termes de brief, c'est la France. Je veux dire, il est impensable d'amortir en Belgique un film même de budget moyen. Il n'y a pas assez de Belges pour aller le voir, en tout cas de Belges francophones. Et j'allais dire surtout qu'il n'y a pas non plus énormément de spectateurs, parce que le nombre de spectateurs belges qui sont allés voir les films belges francophones l'an dernier a encore chuté d'un tiers. Donc là, on va pas au cinéma voir nos films, en fait. Non. Alors ça, c'est vraiment l'adage d'une des prophètes en son pays dans toute sa splendeur. Quand on est à Cannes, pour revenir au Festival de Cannes, quand on dit qu'on est belge, ça déclenche tout de suite un phénomène d'admiration, en disant « Oh là là, les Belges, incroyable, votre cinéma, quelle vitalité, etc. » Il y avait un journaliste de Télérama qui avait fait le calcul en disant que si on rapportait au nombre d'habitants les sélections nationales à Cannes, la Belgique devrait faire 3 festivals de Cannes consécutifs avec rien que des films belges. Évidemment, c'était une boutade, mais on a une très bonne presse, et il faut bien dire, on parlait des Dardennes, que ça leur donne, via les prix reçus à Cannes, un potentiel de vente internationale hallucinant. Les films des Dardennes sont vendus dans plus de 50 pays systématiquement. Et donc, ce sont des films rentables parce qu'ils coûtent pas très cher. Et donc, il y a là un modèle économique bien réel qui fait que, par exemple, pour le fonds Wallimage, qui est un fonds qui fait de l'avance, en fait, et donc qui est récupérable s'il y a un succès, les Dardennes sont nos champions en remboursement.
Quand on préparait cette émission, Jean-François, tu insistais sur cette différence de fonctionnement en disant bah oui, les États-Unis, c'est un financement entièrement privé, là où en Europe, on a un système hybride, en partie privé, en partie public. Mais en même temps, si on regarde l'état du financement public chez nous en Belgique ces dernières années, il est plutôt à la baisse. Ah, il est sous pression, parce qu'on a parlé des chaînes de télévision qui ont de moins en moins de moyens. Il y a le centre du cinéma qui a quand même vu ses revenus rabotés par la nouvelle majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles. Wallimage, son budget n'a pas bougé, mais il y a une partie qui a été affectée aux jeux vidéo. Et voilà, et le tax shelter, bon, il progresse, mais il dépend aussi de la conjoncture économique. Si les entreprises ne font plus de bénéfices parce que c'est la crise, elles peuvent moins investir dans le tax shelter. Donc, il y a une pression là-dessus. Et ne parlons pas non plus de la fréquentation en salle, qui ne s'est toujours pas remise du Covid, effectivement. Donc, ce modèle est sous pression. Et d'où l'importance d'aller dans des marchés comme Cannes, Venise ou Berlin. Ouais, pour la fréquentation en salle, pour vous donner un petit aperçu, j'ai récupéré quelques chiffres qui viennent de la Fédération des distributeurs. En 2019, donc juste avant le Covid, on était à peu près à 20 millions d'entrées en salle par an en Belgique. 2024, qui est le dernier chiffre complet qu'on a, on était à, en arrondissant 15 millions d'entrées. Et ça a encore baissé l'année passée. Oui. Donc ça, effectivement, c'est un problème aussi. Je veux dire, si on ne va pas voir les films... Non, c'est un gros problème. Et la réaction des exploitants de salles belges, parce que c'est un phénomène là, par contre, assez limité à notre pays, c'est de compenser la baisse de fréquentation par une augmentation des prix. Du coup, le cinéma est en train de devenir un produit de luxe pour beaucoup de gens. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, aussi une fausse piste. Enfin, je disais tout à l'heure qu'on va dans le mur avec la surproduction, mais on va dans le mur aussi si le cinéma devient inabordable. C'est pas ça qui va arranger la fréquentation, évidemment. Mais c'est frappant de voir que d'autres pays résistent beaucoup mieux à cette tendance en disant bon, ok, on va essayer de promouvoir, d'événementialiser, plutôt que d'augmenter les prix pour rester au même chiffre d'affaires, je dirais. Figurez-vous qu'en France, le premier ministre de la Culture du général de Gaulle, Malraux, a inventé de faire une taxe sur la billetterie au bénéfice du cinéma français. Ça veut dire qu'un film de Steven Spielberg qui sort en France est taxé. Ces entrées sont taxées au bénéfice du CNC, du Centre national du cinéma français. Alors ça, évidemment, ça rend apoplectique les économistes américains de savoir que c'est eux qui financent le cinéma français en grande partie. Régulièrement, en Belgique, par exemple, des réalisateurs ou des producteurs me disent « Mais pourquoi on fait pas une taxe sur la billetterie aussi pour le cinéma ?» Alors d'abord, il y en a une, c'est les taxes communales qui prennent beaucoup d'argent au monde du cinéma et qui ne retournent pas du tout dans le cinéma. Et puis surtout, on n'est pas de taille. Il y a un pays qui a osé, depuis 1945, appliquer la recette française, c'est la Corée du Sud, qui à un moment a mis une taxe sur la billetterie, si ce n'est que, après peu d'années, 5 ou 6 ans dans mon souvenir, les États-Unis ont dit, si vous continuez, on va mettre une taxe sur les voitures coréennes. Et donc, ils ont abandonné. Vous parlez du cinéma coréen, il va nous permettre de faire la transition vers Cannes, parce qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de palmes d'or parmi les films coréens récents. Donc, on va revenir à Cannes et on va revenir maintenant sur la polémique cannoise de cette édition. Eh bien, cette année, c'est donc le clash autour de Vincent Bolloré et de Canal+. Alors, pour qu'on ait la chronologie en tête, petit rappel, la veille de l'ouverture du festival, 600 professionnels du cinéma qui signent une tribune dans un journal français. Elle dénonce la mainmise du milliardaire français sur le financement du cinéma, alors que dans le même temps, ils mènent un projet civilisationnel, c'est comme ça qu'ils appellent ça, et ces professionnels qualifient ce projet de réactionnaire et d'extrême droite, donc ils ne veulent plus travailler avec lui. Eh bien, en réaction, le patron de Canal+ dit que lui non plus ne travaillera plus avec ses 600 signataires. Bon, il y a ce clash. Maintenant, au-delà de ça, il y a la question du poids de Canal+ et du groupe Canal dans le financement du cinéma, le cinéma français et aussi le cinéma européen. Cette décision de Canal+, elle peut peser lourd chez nous en Belgique ? Ah oui, sûrement, parce que c'est un guichet, c'est aussi un guichet Canal+. Hein, et comme la Belgique est un pays, enfin Philippe va pas me démentir, je pense essentiellement de coproduction. On attire des productions étrangères en Belgique grâce à nos mécanismes comme Wallimage, le tax shelter, etc.
on coproduit donc beaucoup avec Canal+, et si Canal+ ferme le robinet, il y aura moins d'argent pour nos producteurs. Alors, c'est vrai, et c'est dramatiquement vrai ce que tu es en train de dire, parce que Canal+, en France, est le plus gros contributeur à la production. 43% de l'apport des diffuseurs, oui, en fait. Oui, donc c'est énorme, c'est énorme. Alors maintenant, est-ce que cette liste noire dénoncée par Saada, en fait, par le patron de Canal+, c'est pas directement Bolloré qui est intervenu, mais c'est le chien de garde de Bolloré, puisque c'est son actionnaire de référence, est-ce qu'elle est applicable ? Enfin, je veux dire, est-ce que on se dit que Canal+, tombant sur un projet de film fantastique, s'il y a Juliette Binoche dedans, on le fait pas. Est-ce qu'ils vont le faire ? Moi, je crois pas. Je pense que c'est plutôt sur le plan idéologique que ce clash est très très inquiétant, parce que on pourrait avoir une sorte d'autocensure du secteur. C'est-à-dire que certains producteurs, au moment de préparer le dossier pour aller voir Canal+, pourraient se dire on va pas prendre Juliette Binoche, on va plutôt prendre Isabelle Huppert. Enfin, tu vois. Et donc, je pense qu'on est quand même entré dans un phénomène qu'on avait plus connu depuis les listes noires aux États-Unis. Macartisme. Oui, le macartisme. Donc ça, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer, parce que depuis, les 600 sont devenus 2000. On va conclure sur l'année en cours, comment elle se profile 2026. On l'a un petit peu abordé en disant qu'effectivement, il y a a priori pour le moment un peu de moins de spectateurs dans les salles, un peu de moins de budget pour financer les films. Bon, on est encore on va dire au début de l'année, pas tout à fait, mais voilà. Pour parler de la fréquentation... J'allais dire, il y a quand même un peu de lumière dans cette lumière. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de films qui ne sont pas sortis ou qui sont sortis en retard à cause des grèves Hollywood, mais bon, là on remonte à 2-3 ans. Maintenant, il y a un effet de rattrapage, et si je prends les chiffres du premier exploitant en Belgique, c'est-à-dire Kinépolis, pour ne pas le nommer, qui représente environ la moitié du marché, son premier trimestre a été très bon en termes de fréquentation, parce qu'il y a un certain nombre de blockbusters qui sont arrivés, Avatar et bien d'autres. Et voilà, donc l'année s'annonce un peu meilleure, je pense. Mais bon, comme tu dis, on n'est jamais qu'au mois de mai. Et puis encore, il y a tous les films dits de Cannes qui vont sortir, en espérant qu'il y ait l'autre perle là-dedans. Moi, je suis un indécrottable optimiste. Et effectivement, on voit une chute de fréquentation. On voit que l'endroit où elle est le moins marquée, c'est finalement sur ce qu'on appelait dans le temps les salles ARC, le groupe des Grignoux à Liège, les salles qui retrouve, je dirais, l'essence du cinéma, c'est-à-dire de la sortie cinéma où on va après manger un bout au resto qui est intégré au cinéma, ou bien comme le cinéma de galerie à Bruxelles, où les endroits où aller boire un verre après ne manquent pas. C'est ceux-là, curieusement, qui résistent le mieux. Et puis, par ailleurs, je vais vous dire, le cinéma, c'est un grand trouillard. Depuis qu'il existe, il a peur de tout. Quand la couleur est arrivée, Chaplin a dit que c'est la fin du cinéma. Quand le parlant est arrivé, même chose. Quand la télé est arrivée, on a dit, bon, ça y est, c'est fini, il n'y aura plus de cinéma. Aujourd'hui, c'est les plateformes, c'est l'IA. Enfin, on a toujours peur de tout. Et le cinéma est toujours là. Donc moi, je reste optimiste. Maintenant, si les jeunes regardent les films sur leur téléphone, tant pis pour eux, mais tant mieux pour les films qui passent sur les téléphones. Alors justement, je vous propose ce chiffre-là pour conclure en quelque sorte. C'est pas vraiment un chiffre, mais quand même. Il vient de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, et dans son rapport de cette année, il nous dit qu'en fait, les films qui ont le plus cartonné en salle sont aussi ceux qui ont le mieux fonctionné sur les plateformes, à savoir qu'un succès en salle fera 11 fois plus de vues sur une plateforme qu'un film qui n'est pas sorti en salle. Donc finalement, il y a peut-être juste un transfert d'écran. Oui, absolument. Et je vais vous dire, ça c'est une image qui m'est sautée aux yeux il y a quelques années. Le cinéma en salle prend peu à peu la place des défilés de mode. Je veux dire, c'est de la haute couture. Mais si on n'est pas passé par là, s'il n'y a pas eu le buzz, c'est pas le nombre de gens qui ont été voir le film, c'est le nombre de gens qui auront entendu parler du film. Le succès n'est pas au rendez-vous après sur les plateformes non plus. Les usages des spectateurs vont encore évoluer, bien sûr, mais tant que l'être humain aura besoin qu'on lui raconte des histoires avec des images et du son, le cinéma va continuer.
Et je compléterai en disant que même si les prix des billets augmentent, ça reste toujours le spectacle le moins cher. Vous n'aurez jamais une place de théâtre, un concert ou un match de football. Pour citer des exemples extrêmes, à ce prix-là, ça n'existe pas. Donc le cinéma, le loisir pour tous. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Reynard. Merci à vous. Merci Jean-François. Oui. On résume maintenant en 3 points ce qu'il faut retenir de cet épisode. En Belgique francophone, comme dans la majorité des pays européens, le cinéma est largement financé via des mécanismes publics. Les 3 fonds régionaux, le Centre national de l'audiovisuel et, bien sûr, le tax shelter. À lui tout seul, l'an dernier, ce fonds, qui permet aux entreprises de défiscaliser leurs investissements, eh bien, ce fonds a rapporté 260 millions d'euros pour la production cinéma belge. Les grands événements, comme le marché du film de Cannes, sont autant d'opportunités de financer des projets, voire simplement de les mettre sur pied. C'est d'autant plus important pour notre cinéma parce que les films belges ont excellente réputation, mais qu'ils font très peu d'audience chez nous. Comme l'a dit Philippe Reynard, le marché intérieur des films belges, c'est la France. Et puis, pour le moment, les autres idées pour trouver des financements ne donnent pas les résultats attendus. La contribution à la production locale, par exemple. Les plateformes de streaming ont saisi la justice pour éviter de payer cette contribution. L'affaire est maintenant devant la Cour de justice de l'Union européenne. Quant à une taxe sur la billetterie, comme ça existe en France depuis l'après-guerre, eh bien pour ça, la Belgique est trop petite pour pouvoir soutenir un bras de fer face aux États-Unis. C'est la fin de ce brief sur le financement du cinéma. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions à l'adresse podcast@leco.be. Merci à toutes et tous pour votre écoute fidèle et on se retrouve très bientôt. C'était l'essentiel de l'info en 7 points avec le brief. Chez Argenta, l'essentiel tient en 2 points. Voici le bref. Premier point. Nous rendons le personal banking vraiment personnalisé, grâce à des conseils financiers à taille humaine, également pour les grands patrimoines. Deuxième point. Des investissements exclusifs et un banquier qui vous connaît. Voici comment nous faisons la différence chez Argenta, avec des conseils qui vous correspondent vraiment. C'était le bref d'Argenta. C'est aussi simple que ça.